Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Eclipse, la face cachée d'un business en croissance. Ce podcast est proposé par Clac, agence d'Operating Partner. Chaque mois, nous recevrons un invité qui abordera une ou plusieurs problématiques rencontrées lors des phases de croissance de son entreprise, qu'elles soient RH, financière, marketing ou commerciale. L'objectif est de disséquer les solutions qui ont été mises en place et les actions concrètes pour réussir ces changements d'échelle. L'objectif final pour vous est de sortir de chaque épisode avec un apprentissage à implémenter directement dans votre boîte. Bonne écoute. Et salut Marc, on est super content de te recevoir aujourd'hui dans Eclipse. Salut tout le monde. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Ça va. Écoute, aujourd'hui on va aborder pas mal de sujets. L'idée au début c'est que tu présentes plutôt, que tu te présentes toi. Je pense que t'es pas très vieux, mais t'as un passé d'entrepreneur je commence à être vieux. Qui est intéressant. Les poils blancs. C'est vrai. Et du coup, écoute, tu vas nous raconter comment ils ont poussé ces poils blancs justement. Ouais. La vie d'entrepreneur c'est pas simple. Ouais. Donc on va d'abord parler de toi, après on va parler de Getfluence. Tu vas nous raconter ce que c'est que Getfluence et où on en est. Je crois que vous avez eu des bonnes nouvelles il y a quelques semaines, quelques mois et la boîte avance bien. Donc l'idée du podcast après c'est de pouvoir discuter surtout de la face cachée de ta croissance et notamment des problématiques que tu as pu rencontrer. Aujourd'hui on a décidé d'aborder la thématique RH liée notamment à la levée de fonds et ce qui se passe quand tu lèves des fonds en plein Covid. Donc tu vas nous parler de ça et puis on va échanger sur les solutions que tu as pu trouver pour pallier à ça et continuer à te développer. Et en dernière partie, en tant qu'entrepreneur aguerri, tu nous donneras quelques conseils qui peuvent nous permettre de progresser dans notre vie d'entrepreneur. Ça marche, avec plaisir. Ça te va ? Et que je te laisse te présenter déjà qui tu es, Marc. Alors, je suis un être humain de 33 ans, français. Ça fait 15 ans que je suis dans le digital. J'ai commencé à 16-17 ans à monter des petits projets dans le digital qui m'ont permis d'en vivre assez rapidement. J'ai monté une 50aine de projets petits jusqu'à avoir l'ambition de monter un projet plus grand il y a 3-4 ans qui s'appelle Getfluence et qui est la boîte que je mène actuellement. Ok. Voilà. Et sur t'es toujours resté dans le digital ? J'ai voulu en fuir. Hein, mais en fait, le problème du digital, c'est que c'est tellement facile de lancer un projet dans le digital, ça coûte tellement peu d'argent que finalement, quand on regarde le coût pour monter un resto, les pas de porte, les trucs, les investissements, que j'ai envie de fuir le digital, mais je pense ne pas pouvoir, parce que c'est trop facile le digital. C'est trop facile de lancer un projet dans le digital par rapport à d'autres business. Et c'est facile de se rater aussi. C'est facile de se rater, et comme je suis expert en ratage. Non, ça va, je crois pas. Et parce que tu t'es monté, t'avais pas grand chose, c'est ça quand t'as démarré Ouais, ça fait 15 ans, donc j'ai commencé à jouer avec un peu tout pour monter un site internet, ça fait autour de 16 ans. On m'a expliqué comment gagner un peu d'argent. Je me rappelle que la première fois que j'ai commencé à gagner de l'argent, c'était 80 centimes par jour il y a 15 ans. 80 centimes par jour ? Par jour, ouais. Donc on se foutait de ma gueule. T'as acheté quoi, des bonbons avec non, je crois pas que j'ai acheté des bonbons, mais j'ai attendu pour acheter un gros paquet de bonbons. C'est vrai, ouais, ça c'est pas des petits bonbons. Mais en gros, j'avais le premier chèque, c'était 10 € sur le mois, mais quand j'ai compris que on pouvait jouer avec Internet et gagner de l'argent et être un peu plus libre, parce que c'est un peu ça le moyen qui permet d'être libre, j'ai beaucoup bossé, et puis c'est monté rapidement une vraie rémunération, 250 le premier mois, et 6 mois plus tard, je gagnais à peu près 6 000 € par mois, en travaillant quasiment jour et nuit quand même. Ouais. Mais ça a bien marché, je suis devenu très indépendant à partir de 17 ans, financièrement. Enfin, très à l'aise, quoi. C'était important pour toi ? C'est ça qui t'a motivé à... Moi, c'est une vraie séance de psy, on repart là-dedans. Mais moi, moi, c'est pour la liberté que je fais. C'est pour la liberté. L'argent est un moyen d'être libre. Donc, c'est mon credo. Donc, moi, je veux être libre en société. Donc, pour cela, il faut gagner de l'argent. Voilà. Donc c'est pas forcément que des échecs, si t'as réussi à... Non, après, au-delà de cette première étape, quand tu gagnes quand tu commences à gagner ta vie, tu te sens un peu plus libre par rapport à d'autres personnes. Tu passes vite à autre chose, parce que gagner de l'argent pour gagner de l'argent, c'est un moyen d'être libre en société. Donc t'as pas besoin de gagner des millions d'euros tous les jours pour être libre. Il suffit de gagner un peu plus que la moyenne et finalement t'es plus à l'aise que la plupart des gens.
Alors, l'intérêt pour moi, c'est la curiosité. Ça m'a permis d'apprendre. Je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était d'être challengé, d'apprendre toujours plus. Et aussi, quand tu viens d'un milieu très modeste et tu arrives à faire des choses un peu plus doué en société que la moyenne, tu te dis que tu peux péter d'autres plafonds. Et là, c'est plus mon challenge actuel et depuis longtemps, c'est-à-dire d'essayer de dépasser les plafonds de verre. Parce qu'à partir du moment où tu as fait des trucs qui ne paraissaient pas possibles pour la plupart, en fait, tu peux... L'intérêt, c'est de péter tous les plafonds jusqu'à ce qu'il y en ait un qui te casse la tête. T'as pas de limite, du coup. Mais du coup, non, ça pète les limites. Parce que à partir du moment où tu as compris que finalement, il y a plein de difficultés que tu as à surmonter, avec le temps, tu comprends que ça devient un challenge, en fait. Tu dis, bon, j'ai pété tout ça. Finalement, ce qui paraît impossible devant toi, ce serait intéressant de le péter aussi. Ouais. Et du coup... Tu disais, tu bossais jour et nuit, donc tu as vraiment passé une dizaine d'années à monter tes business, à bosser vraiment. Ouais, vraiment. Après, chacun sa façon d'entreprendre. Enfin, il n'y a pas chacun sa manière d'entreprendre, il n'y a pas de règle type. C'est bête de se caler sur le format de quelqu'un d'autre. Chacun doit se connaître et exploiter ses forces. Moi, je suis quelqu'un de moyen je suis quelqu'un de très moyen, quoi. Je suis un humain classique, donc j'avais pas de talent particulier, donc il a fallu que je travaille et j'ai eu la chance d'être très animé par l'envie d'être libre et de dépasser un peu les standards de société. Donc voilà, c'était mon credo pour travailler. Ma force de travail. Ronaldo du digital, en fait. Pas encore. Tu bosses. Cristiano, il a pété beaucoup plus que... Ouais, mais je pense que je suis quelqu'un qui me débrouille bien parmi beaucoup d'autres personnes qui se débrouillent bien, mais ce qui est intéressant, c'est les gens qui ont vraiment tout pété. C'est eux qui sont remarquables. Donc t'as encore de l'ambition malgré ça. Pour l'instant, pour moi, j'ai pas fait grand-chose. J'ai juste pris 5 millions à une équipe d'investisseurs. Je dois leur rendre maintenant. Enfin, je dois leur rendre le double de ce que... c'est bien de... En fait, c'était une étape de faire une levée de fonds, mais le vrai challenge, il est devant moi. Ouais. Maintenant, il faut que je valorise la boîte. Il faut que dans 3 ans, tout le monde gagne bien plus qu'ils ont donné. Donc non, j'ai rien là. Aujourd'hui, j'ai fait une levée, donc ma boîte est sécurisée. J'ai un salaire satisfaisant, très satisfaisant pour la moyenne d'ailleurs. Mais tout reste à faire. J'ai rien fait de spécial là. Ok. Et justement, parle-nous un peu de GetFluence. C'est quoi GetFluence déjà ? D'où ça vient et où t'en es aujourd'hui ? Comment dire, GetFluence, ça fait à peu près 6 ans que je suis dans le monde des médias. Ça a commencé à une époque où j'étais à Paris comme consultant indépendant, où je vendais mon temps comme chef de projet digital pour des groupes, comme beaucoup de personnes font. Et j'ai économisé l'argent d'1 an et demi de prestations bien payées pour lancer un projet. Bon, il y a eu des événements qui ont fait que j'ai compris... en fait, l'événement, c'est que j'ai cherché plein de bonnes idées à droite à gauche. Finalement, j'avais un blog qui parlait d'idées de business à l'étranger. Parce que moi, en fait, à l'époque, j'avais de l'argent qui rentrait, donc je voulais l'investir dans un business. Je faisais beaucoup de veille aux US, sur les médias US. Et je voyais plein d'idées qui n'existaient pas en France, qui méritaient d'être importées. Sauf que j'en avais toujours trop. Donc, je les ai listés, puis à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais arrêter de les lister, je vais les partager, parce que je vais rien en faire. Il y a certainement des entrepreneurs en France à qui ça va parler. C'est un média qui a bien fonctionné, et en fait, c'était les premières prémices de GetFluence, puisque je me suis rendu compte que des entreprises me contactaient sur mon blog pour obtenir un article sponsorisé. Donc ils voulaient un article de presse rédigé par moi à l'époque, contre une rémunération, c'est-à-dire qu'ils voulaient avoir la garantie que ce soit publié. Quand en gros moi la ligne éditoriale, le sujet était sympa, je le publiais et puis je gagnais 300 €. Puis c'est con, mais un jour je me suis dit, bon, je suis en train de chercher une innovation aux US, mais en fait j'ai un blog qui me rapporte 300 € par mois, je vais en monter 200, parce que un blog c'est très rapide à faire, c'est facile. Donc j'ai dit, bon, moi je cherche à être libre, à redevenir libre, parce qu'en fait quand t'es consultant et tu vends ton temps, tu gagnes bien ta vie, mais t'es pas libre. Tous les matins, tu te lèves, tu vas avoir des humains pour leur transmettre du savoir, tu vois. Donc t'es pas libre. Moi, ce que je cherchais, c'est à créer un business où je me sentais un peu... où je décorrélais mon temps de mon chiffre d'affaires. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, je vais monter 200 blogs à 300 € par mois, puis ça fera 200 fois 300. J'ai travaillé comme un chien pendant 2 ans, et j'ai transformé 300 € par mois en 80 000 € par mois. Avec 70% de marge, pas de salariés chez moi, dans ma chambre, quoi. Mais j'ai travaillé comme un ouf. Par contre, ça a grave payé, quoi. Ouais. Parce que pour le coup, j'avais une vie qui était encore bien plus
En termes de liberté, on était au max, quoi. Il y avait plus de débat. Donc la liberté, j'ai goûté avant GetFluence. Et pourquoi j'ai lancé GetFluence ? Parce que en fait, j'avais 200 médias, ça tournait bien. Je travaillais beaucoup, mais je gagnais très bien ma vie. Sauf que les entreprises qui consommaient sur mes médias voulaient la même chose en Espagne, en Italie, en Allemagne ou au UK. En fait, ils voulaient des médias sur lesquels communiquer en fournissant un budget. Parce qu'en gros, la plupart des entreprises galèrent pour faire la une des médias influents. Pour faire la une de Le Figaro, BFM Business, etc. La plupart des entreprises galèrent parce que t'envoies un communiqué de presse, t'as pas de résultat. Par contre, il existe un format publicitaire qui est le même, c'est un article de presse avec la mention sponsorisée, mais les lecteurs qui ont un article très bien écrit, ça apprécie autant. Et ils voulaient une façon industrielle de consommer ce genre de format dans plein de pays d'Europe. Donc j'ai pris le pas de quitter cette liberté pour lancer GetFluence, parce qu'en fait, le constat était simple. Mes clients me demandaient toujours plus de médias et de médias influents. Et moi, je pouvais pas racheter Le Figaro et Le Monde. Donc je me suis dit qu'il fallait que je sois intermédiaire, parce que tout le monde travaillait à la main, et que finalement je vais faire un peu comme Booking l'a fait pour les hôtels. Je vais créer une marketplace qui connecte les entreprises à tous les médias presse influents en Europe pour leur permettre d'être connectés facilement et de consommer de l'article sous forme de brand content, ce qu'on appelle du contenu de marque. C'est-à-dire que c'est pas des bannières publicitaires que vous affichez, c'est des contenus informatifs, des contenus qui éduquent les lecteurs, en fait, c'est pas agressif. Et voilà, donc on automatise ce marché-là. Ok. Donc c'était un peu long comme réponse. Mais... Non, c'est bien. Donc t'es passé d'un modèle de quasiment d'auto-entrepreneur, mais à vrai succès, parce que t'étais seul, à un modèle tu t'es lancé dans le vrai monde de l'entrepreneuriat avec des salariés, des perspectives de croissance, exactement. Etc. En fait, à la base, mon activité indépendante j'avais comme cible de gagner 4 000 € par mois pour être à nouveau libre socialement. C'est parti en vrille le truc, puisque je monte à 80 000. Je me suis dit j'ai fait un truc de ouf. Là j'en avais conscience, tu vois, tous les mois, je me rappelle, je faisais tous les débuts de mois, je comptais le chiffre d'affaires que j'avais fait sur mes sites le mois précédent. Franchement, quand tu fais le total, t'as 200 sites, tu fais le total à la fin, t'arrives, tu dis t'as rentré 92 000 € toi tout seul. En fait, c'est incroyable, quoi. Enfin, moi j'étais halluciné du chiffre d'affaires que je faisais. Un peu grisé. Grisé, en fait, tous les mois j'étais surpris. Ouais. En plus que ça se maintienne et que ça se développe, quoi. Des fois je faisais 100 000, 100, et en fait tu dis t'es tout seul dans ta chambre avec tes mains, t'as réussi à faire autant d'argent, c'est incroyable, tu vois. Et du coup, quand j'ai vu mes clients, en plus mes clients étaient la plupart étrangers, donc je trouvais ça bizarre, et c'est là où j'ai vu qu'il y avait un problème. Ils voulaient en fait travailler avec les grands médias, avec une approche internationale et sur des médias premium. Du coup, je me suis dit que je vais connecter ce monde-là, et en plus si c'est des campagnes premium, c'est des gros budgets, donc si je prends une commission en tant qu'intermédiaire à travers une marketplace, ça va être intéressant en termes de modèle business. Donc j'étais arrivé à un stade où je me suis dit j'ai de l'argent, il y a un besoin qui est hyper concret en face de moi, qui est hyper chronophage, beaucoup de clients me le demandent, en Europe en plus, donc c'est un bon kiff. J'avais 31 ans à l'époque, j'ai dit je prends le sujet. Le moment de lancer vraiment. Ouais, c'est cool. Je me suis dit c'est un bon challenge, quoi. De te dire ok, t'as atteint ça, maintenant tu vas monter une grosse boîte en Europe. Tu parles pas anglais, c'est pas grave, tu vas recruter des gens qui parlent anglais tout de suite, et puis tu vas te démerder, mais tu vas apprendre l'anglais. Et puis ça m'a permis de me mettre un coup de boost sur plein de trucs, notamment apprendre l'anglais. Après la notion du risque, je l'avais déjà, mais faire confiance aux gens, recruter des salariés. On entend en France, salarié c'est emmerde en gros, parce que après pour t'en séparer tu galères et compagnie. Donc en fait je suis arrivé dans un bain d'emmerde concrètement, et avec la volonté de les rencontrer. La levée de fonds aussi, je l'ai faite aussi pour vivre. Là, quand on dit levée de fonds, on dit il y a des mecs qui vont venir dans ton boîte, ils vont te faire chier au bord, des compagnies. Et en fait, moi, ça m'a juste attiré. Je me suis dit c'est cool, c'est une expérience que je connais pas. Donc, je vais lever des fonds avec l'intérêt de la levée de fonds, mais je vais aussi vivre l'expérience d'être emmerdé par des actionnaires, comme le dit tout le monde, tu vois. Comme on le dit, parce que en fait, ça m'intéresse de vivre l'expérience. Donc en fait, t'avais pas de problème, t'allais chercher les problèmes pour l'expérience. Non, c'est pour apprendre. Ouais, c'est pour apprendre. En vérité, c'est pour apprendre, et oui, c'est pour apprendre. J'aurais pu rester indépendant. C'était intéressant d'apprendre. Ok. Et du coup, ça tombe bien, c'est le thème d'aujourd'hui, d'apprendre. Ouais. Donc, on va faire une petite rétrospective justement sur les problèmes que tu as rencontrés. Juste pour faire un petit contexte pour nos auditeurs. Donc, GetFluence, c'est une levée de fonds il y a quoi, il y a 3 mois, 4 mois on l'a finalisé en janvier. Ouais. Voilà, donc levée de fonds de 5 millions. Ouais. Donc avec des grosses perspectives de croissance aujourd'hui, à la fois sur le marché français, mais surtout sur les marchés européens sur lesquels vous avez tout à faire en fait. Levée de fonds initiée, je crois, avant le Covid, réussi pendant le Covid. On l'a commencé en fin
fin 2020, 2019. Ouais, fin 2019, donc avant le Ça a Covid. pris un an, quoi. Ouais, voilà. On s'est pris, ça a eu un ralentissement de 4 mois avec le Covid. Bon, après, il y a eu plusieurs étapes. On a essayé de la faire seul. On a compris qu'on allait se manger. On a pris un leveur de fonds. Et quand on a pris un leveur de fonds, ça a commencé à avancer. Mais c'était un mois avant le Covid. Quand le Covid est arrivé, il y a eu un stand-by de 3 mois. Et puis, ça a été une chance pour nous parce que plein de fonds d'investissement finançaient des startups sans grand modèle économique, un peu en mode licorne, quoi. Ouais. Et nous, on était un peu perçus comme la boîte un peu trop réaliste, qui veut générer du cash un peu trop rapidement, tout en étant ambitieux. Mais ça, c'était pas super sexy pour eux. Finalement, le Covid les a amenés à s'intéresser à nous, parce qu'on était une boîte rentable à l'époque. On cherchait à lever pour une bonne raison, qui était aller plus vite. Et ça a été apprécié en période de Covid, où il y a plein de boîtes start-up qui ont un modèle pas bien défini, qui se sont cassés les dents. Ok. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu étais une boîte déjà rentable et déjà en hyper croissance. Moi, je t'ai connu il y a un peu plus d'un an et c'est vrai que la croissance de la boîte, elle était déjà assez exceptionnelle. On faisait x2 par an en CA. Voilà, et la levée de fonds a permis juste de poursuivre ça et d'avoir plus d'ambition. Mais du coup, toi, tu observes des problématiques d'hypercroissance depuis un moment. C'est pour ça qu'on a souhaité t'inviter dans le podcast pour discuter un petit peu de ça. Parle-nous un petit peu justement des problématiques que tu as eues. On en a discuté un petit peu, peut-être avec le Covid aussi, des problématiques RH liées à cette croissance, liées à cette transformation d'une petite boîte à une vraie boîte qui grossit et qui grossit très, très vite. Qu'est-ce qui s'est passé ? En gros, moi je l'ai créé cette hypercroissance dans le sens où il y avait un besoin marché qui était global, massif, très demandé, enfin le besoin était là. Donc le marché demandait à ce que quelqu'un prenne mette en place des moyens pour y répondre. J'avais une petite activité qui tournait bien, donc j'ai utilisé l'argent de mon ancienne activité pour financer la nouvelle GetFluence, dans l'optique première que GetFluence devienne rentable rapidement pour arrêter d'injecter du cash. Donc l'hypercroissance, je l'ai un peu créé par moi-même parce que le marché était là et que moi j'ai beaucoup financé d'entrée de jeu avec mes moyens la boîte. Pour restaffer une équipe de 15 personnes, lancer vite l'international, c'est-à-dire tester le marché espagnol, etc. Et puis se prendre plein de claques, parce qu'en fait j'ai accéléré, en gros j'ai financé plein de conneries que des boîtes font en 3-4 ans. Nous on a fait ces conneries en 1 an, en faisant une espèce de levée de fonds par mes propres moyens, quoi. Quelles conneries du coup? Des conneries liées aux humains, quand tu recrutes des gens au feeling. Ouais. Nous on se connaît depuis un moment, donc tu l'as vu, mais au début c'était une boîte, moi je recrutais les potes des potes, en soirée 3 verres dans le nez, tu recrutes le serveur qui est toujours dans la boîte, et puis c'était que des copains, c'était au feeling, quoi, pur et dur. Ça a bien fonctionné en partie. Après on a payé les pots cassés quelques années plus tard, parce qu'on a eu le problème, c'est que la culture, c'est-à-dire que les gens en finale, en fait quand t'es une petite boîte, les gens sont pas forcément là pour la bonne raison, c'est-à-dire qu'ils sont là parce qu'ils t'aiment bien, parce qu'ils aiment les humains qui sont dans la boîte. Mais quand ta boîte devient sérieuse avec une taille et des ambitions, faut qu'il y ait une vraie appétence pour le métier, adhérer à la culture d'entreprise, l'international. Et quand tu es une boîte et tu vends à tes potes ou à tes premiers salariés, on va monter une boîte internationale, dans 1 an tout le monde va parler anglais, et puis en fait, les gens n'ont pas conscience de la direction que prend la boîte sur le terrain, et qu'à un moment donné, en fait, il va falloir parler anglais, il y aura 5 nationalités dans la boîte, tu parleras anglais tout le temps, et puis tu parleras anglais parce que c'est une boîte qui a des ambitions fortes, donc il va falloir beaucoup travailler. Tu seras pas pote avec tout le monde. Et puis plus ça marche, plus il y a du taf. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'année dernière, il y a 1 an, on est passé de 2,4 millions à 5 millions d'euros de CA. Cette année, on doit passer à 8 millions, l'année prochaine à 18 millions. Ça représente combien en termes d'employés, justement ? Aujourd'hui, on a une quarantaine à peu près, sur 4 pays, parce que l'Allemagne, on essaie de faire une croissance externe. Mais concrètement, le problème, c'est qu'au début, nous, en fait, ça dépend comment tu recrutes. Nous, on a recruté les potes, les gens avec qui évidemment il y avait une compétence, on sentait qu'il y avait un truc, tu recrutes pas quelqu'un parce qu'il te fait un beau sourire, etc. Il y a des compétences, mais tu fais pas des tests de malade, c'est surtout au feeling, et puis c'est important qu'il y ait une cohésion d'équipe, que les humains s'aiment, mais à un moment donné, quand tu arrives à une certaine taille, faut avoir une passion pour le métier, faut avoir envie de se dépasser, parce que ta boîte, une boîte qui 10 startups, alors startup j'aime pas trop le mot, mais une entreprise qui a de fortes ambitions, qui veut aller vite, elle a besoin de personnes, au-delà des gens qui s'aiment bien, de personnes qui aiment travailler, se défoncent pour leur taf, sont vraiment investis, aiment leur métier,
pour être proactif, etc. Et ça, nous, on a eu des difficultés parce que déjà au début, moi, je pensais que j'étais naïf parce que moi, quand j'étais jeune, en plus, je suis même pas passionné par le marketing, je suis passionné par la création, la croissance et par partir de zéro, le lancer. Mais moi, je pensais que les jeunes comme moi étaient passionnés. Enfin, quand tu sors d'école, t'es passionné. C'était comme toi, ouais. Je te jure, j'étais convaincu que quand t'es jeune, t'as les crocs, quoi. Parce que moi, je les avais à l'époque. Et sans être vraiment passionné par ce que je faisais. Mais j'avais un objectif, moi, c'était être libre. Et ça me donnait beaucoup d'énergie. Et tu t'es rendu compte? Je me suis rendu compte. En fait, quand t'es jeune, tu recrutes aussi. En fait, c'est pas ça. C'est que au début, quand tu crées ta boîte, t'as tendance à recruter des profils plus juniors et pas moins coûteux parce que moi, j'avais pas trop confiance. C'est-à-dire que moi, j'avais conscience du marché, mais j'étais pas sûr de mes capacités à moi à driver une boîte avec l'ambition que j'étais en train de mener, tu vois. Donc au début, même si t'es un peu bourrin, tu fais attention, tu recrutes pas des profils à 100K par an, tu prends des juniors, etc. parce que tu veux vérifier aussi au fond de toi que tu es capable de driver la boîte et puis en fait tu passes des étapes, c'est à dire qu'une fois que ta boîte finalement tu arrives à la driver, tu regardes les profils que tu as recrutés, tu dis putain en fait telle personne n'est pas ambitieuse, elle a pas envie, elle développe pas ses compétences, elle a pas la niaque, il faut courir après. C'est pas un cas, enfin là je te parle, c'est 15% de l'effectif de l'époque, tu vois, la plupart sont encore là, mais tu dois te séparer en fait il y a des espèces de steps dans la vie de la boîte où au début tu survis, après tu vis, après tu cherches à te développer, c'est des étapes où tu regardes l'équipe et en fait l'équipe tu dois la changer parfois, une partie de l'équipe parce que t'as des gens qui vont te suivre jusqu'à une croissance nationale, mais quand tu attaques l'international, cette dimension, cette culture de l'international, des gens, il y a plein de personnes qui veulent pas qu'on passe cette ouverture d'esprit, qui pour une raison, ils ont d'autres qualités, hein, mais ils ont pas envie d'être dans une boîte internationale. Ils te font croire que oui, ça les fait rêver sur le papier, puis une fois sur le terrain, tu te rends compte qu'ils ont pas envie d'aller ultra loin, à tort ou à raison, hein, tu vois. Et voilà, c'est des gens que tu dois redriver, en fait, soit tu les repositionnes, soit tu dois t'en séparer. Donc ce que tu as observé, en fait, c'est qu'entre le moment où tu étais en lancement, puis sur ta première phase de croissance avant Covid, avant levée de fonds et maintenant, en fait, les personnes qui peuvent aujourd'hui travailler dans ta boîte sont pas les mêmes. Non, c'est pas les mêmes et ça va évoluer. En plus, quand on a levé des fonds, on nous a expliqué que 30% de la boîte allait changer parce que c'est normal, ça va aller encore plus vite et il y en a plein qui vont lâcher les rênes. Et globalement, le Covid pour nous, ça a été un accélérateur du changement. C'est-à-dire que quand le Covid est arrivé, en fait, on avait amorcé... on avait conscience qu'on était entre l'étape de on a testé notre business, il est viable et on a fait tellement de conneries qu'aujourd'hui on peut scaler, quoi. Enfin, ce qu'on dit, je commence à utiliser des bullshit words. En anglais, ouais, grave, je deviens bullshit grave à utiliser des mots de merde, scaler, et tout, tu vois. Mais putain, je taillais ces gens-là, maintenant je les utilise, c'est flippant. Mais bref, j'ai progressé en anglais, ouais, tout à fait. En plus, c'est vrai. Mais en gros, avant le Covid, on avait conscience que l'équipe qu'on avait aujourd'hui n'était pas celle qui pourrait être nécessaire par rapport au projet qu'on était en train de mener. Et on avait identifié qu'on avait recruté trop de juniors, qu'en plus on allait beaucoup trop vite dans notre exécution au quotidien, et du coup les profils juniors ils ont besoin d'accompagnement. Alors pas tous, hein. On a encore des juniors qui sont top, mais la plupart qu'on avait à l'époque, si t'étais pas derrière avec une vraie formation, un truc, ils évoluaient pas seuls, quoi. Et du coup en fait on s'est rendu compte que c'était une boîte qui allait beaucoup trop vite pour des profils juniors, c'est à dire qu'on allait on exécutait trop vite, on était trop dans l'opération, on n'avait pas le temps de former les gens, et on s'est dit bon ben en fait on va arrêter de prendre des juniors, on va prendre des seniors beaucoup plus chers, mais on ira beaucoup plus vite avec eux. Et donc le Covid, super opportunité parce que ça te permet super opportunité, on peut pas appeler ça une opportunité, mais en tout cas, nous on a survécu au Covid. Ce Covid, je pense que ça... Bon, si, il y a des boîtes qui ont tiré leur épingle du jeu, notamment les solutions de visioconférence, etc. Nous, on n'a pas tiré notre épingle du jeu. On est dans un secteur de la pub digitale à un niveau mondial, donc on a survécu, etc. Mais on en a souffert parce que les boîtes, au début du Covid, ont arrêté les budgets marketing, et ça nous a pas empêché de faire x2 en CA par rapport à l'année précédente, mais on aurait certainement fait 1 million, 1,5 million de plus. En 2020, au lieu de faire les 5 millions, on aurait fait 6,5 millions, voire 7, tu vois. Mais ça t'a permis de restructurer la boîte quasiment de force. En fait, c'est un choix après. Moi, on m'a dit, avant le Covid, j'avais commencé à amorcer une rupture conventionnelle. On m'avait alerté sur quelques profils. On était 40 à l'époque, on avait surstaffé avec nos propres moyens. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais levé de fonds, on était 40, on était à l'équilibre financier. On avait quelqu'un sur l'Allemagne, on était à fond, quoi. Et sur les 40, on s'est rendu compte qu'il y avait 10 personnes à peu près qui faisaient pas l'affaire. C'est-à-dire que
Non, c'est faux. En fait, le Covid a fait que, par exemple, sur la main, on pouvait pas continuer, donc on a arrêté. Mais il y avait 5 profils, ça allait plus, quoi. Soit pour plein de raisons différentes, mais en gros, ils étaient pas assez motivés, pas assez impliqués, on les a recrutés trop vite, etc. Et du coup, c'était une connerie. En plus, nous, on était gentils parce qu'on n'utilisait pas les périodes d'essai. C'est-à-dire que des fois, on avait un doute, on dit bon, on laisse travailler. Et ça, c'était une belle connerie aussi. C'est-à-dire que maintenant, quand on a un doute, il n'y a pas de doute. C'est un peu comme dans la vie pro quand tu rencontres quelqu'un. Ouais. Quand il y a un doute. T'étais très humain au début parce que c'est aussi le fait de travailler avec des gens que tu connais. Ouais, d'ailleurs, c'est marrant parce que jusqu'à 15 personnes dans l'équipe, j'étais proche de tout le monde. À partir de 15, j'ai commencé à changer de position. C'est-à-dire que, après, c'est un autre trip, quoi. Quand t'es 30-40, t'es plus proche des gens, quoi. T'es proche, mais c'était pas une famille, quoi, comme tu l'as connu quand t'as 15 personnes. Donc ça, tu prends conscience aussi de ta position. Et après, oui, pour te répondre, le Covid, on a viré, mais c'est un choix bourrin, c'est pas une recommandation. Les gens normaux, ils font des ruptures conventionnelles, ils font un licenciement économique. Nous, on a regardé la loi, on a vu force majeure, c'est un licenciement immédiat. On dit, bon, écoute, moi, on m'a dit, fais le pas, parce que c'est pas reconnu par la loi, en jugement et compagnie. J'ai pris les 6 profils les plus mauvais de la boîte, et j'ai regardé, ok, ils vont toucher le chômage, ok, j'avais pas envie moi, perso, j'avais pas envie de faire traîner des procédures 3-4 mois. Je voulais enchaîner, quoi. C'est-à-dire que, ok, le Covid, c'est un truc violent. Nous, on sait pas ce que va devenir notre business et la France, même à l'époque, et le monde. Donc, on a dit, moi, c'est bon, je règle les emmerdes direct. Donc, là, il y a 6 personnes. On sait qu'ils sont pas impliqués, ça se passe mal avec leur manager, et puis où ils sont complètement déconnectés. C'était des profils qui étaient vraiment pas top, quoi. Donc, moi, j'ai fait un licenciement pas propre. Mais bon, ça a été payant, puisque au final, on s'est arrangé avec eux et ça s'est bien terminé. Ce que je retiens là, c'est que en fait, c'est pas des décisions qui sont précipitées parce que tu as quand même des longs mois d'analyse de ces profils-là. Et au final, tu as mis du temps à te rendre compte vraiment, à accepter que c'était des mauvais profils. En fait, il y a ces bénéfices-risques. Moi, on m'a proposé plusieurs options. Je suis quelqu'un qui va plutôt vite. J'ai dit, bon, écoutez, ces personnes-là, je vais leur expliquer la situation. Je vais leur expliquer ce que je vais utiliser pour les licencier. Ils vont toucher le chômage et je vais leur expliquer les raisons pour lesquelles on les licencie, qui sont des raisons totalement pragmatiques, c'est-à-dire qu'on a constaté que ça allait pas sur ça, etc. Du coup, je l'explique à 6 personnes, et ça s'est bien passé avec 4, et 2, on s'est arrangé à la fin, mais moi, ça m'a permis de passer à autre chose direct, quoi. Mais ce que je retiens, du coup, c'est de la réflexion quand même en amont, mais par contre, une fois que tu as acté les choses et que tu as compris, on laisse pas le traîner. Non, c'est fini, La décision, faut la prendre vite, et sur des éléments. En fait, faut enchaîner. Et surtout, faut regarder le futur, pas le passé. C'est-à-dire que moi, je déteste parler de sujets qui sont liés à des vieux sujets qui sont pas dans l'intérêt de la boîte. Ouais. Et voilà. Et après, moi, faut traiter les sujets vite, quoi. Donc si on résume un petit peu cette problématique que tu as avec les conneries que ça entraîne, parce que oui, tu as forcément des problématiques à gérer, à la limite, mais dans l'intérêt de la boîte aujourd'hui, c'est on se focalise sur la croissance, c'est-à-dire qu'il y a une décision à prendre, on la réfléchit en amont, mais une fois qu'elle est prise, on m'a dit, mec, tu es en train de faire de la merde, tu vas virer 6 personnes pas proprement. Moi, j'ai pensé aux 30 personnes que je sauvais dans le truc. C'est-à-dire que moi, mais moi, demain, je vais me lever, je vais être content de travailler avec les 30 personnes qui restent, parce que ces 30-là, ils sont top, c'est des putains de profils, et si on vire 6 personnes, plus tous les freelances avec qui on bossait à l'époque, on repart sur des basses scènes, en pleine crise sanitaire qui vient de démarrer, et moi, le lendemain, j'étais content de me dire, ok, je vais peut-être avoir plein d'emmerdes dans 3 ans, 4 ans avec des prud'hommes ou je sais pas quoi. Finalement, ça n'aura pas lieu. Mais demain, je me lève, je suis 30 personnes motivées, tu vois, avec qui ça se passe bien. Là, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, tu peux être confronté à ces problématiques de valeur, d'humain, etc. Mais ce que tu dis, c'est qu'en gros, toi, tu l'as pris comme quelque chose de positif, c'est-à-dire que au lieu de te concentrer sur les 6 profils qui, dans tous les cas, pour toi, faisaient pas l'affaire, tu t'es concentré sur ce qui restait dans la boîte. Après, franchement, j'ai pas trop de problème à faire ça parce que je pars vraiment du principe, c'est comme une relation, c'est-à-dire que de part et d'autre, les gens peuvent arrêter, les salariés peuvent démissionner, mettre fin à leur rupture d'essai, ou partir plus violemment. Moi, je suis un humain comme eux. J'ai choisi de monter une boîte, de prendre des risques. Je suis en droit aussi d'arrêter de la manière que je veux. Et après, faut pas prendre les gens pour des cons. C'est-à-dire qu'il faut le faire proprement dans la mesure, avec un certain respect, tu vois. Mais c'est-à-dire que tu t'expliques les choses et puis après, même si c'est pas la bonne méthode, t'as expliqué pourquoi t'as fait ce choix. Ce qu'il faut, c'est pas que les gens soient pris pour des cons, mais moi, écoute, je suis à l'aise avec ma méthode et je suis très à l'aise au fait de se séparer de personnes parce que moi, je suis quelqu'un comme eux. J'ai pris un risque, un matin, je me suis levé et demain, peut-être que eux se lèveront et voudront monter leur boîte. Donc, j'offre des opportunités à des gens, eux m'apportent de la valeur, j'ai le droit d'arrêter, etc. Okay. J'ai aucun problème avec ça.
Donc ça, en gros, période Covid et après levée de fonds, aujourd'hui, vous avez quoi, une méthode de recrutement qui est justement peut-être un peu plus complète pour justement ça n'a rien à voir. quoi. Oui, Ouais. ça, Donc en fait, on a fait plein de conneries. Ouais. C'est fini. Comment dire, déjà on passe par des cabinets de chasse et puis on met moins d'affect dans les recrutements et surtout on est très vigilant durant les périodes d'essai. Donc il y a des process de contrôle, de vérification des points très réguliers pendant les périodes d'essai qu'on renouvelle pour s'assurer que tout est clean. Ça correspond parce qu'après se séparer de quelqu'un ça peut être compliqué. Donc on est beaucoup plus vigilant sur les périodes d'essai. Et il y a un meilleur suivi, c'est-à-dire qu'à l'époque on n'avait pas vraiment de manager, tout le monde était un peu en roue libre dans la boîte en mode confiance quoi. Et maintenant il y a des managers, moi là je suis là en train de parler sur un podcast, à chaque étage de ma boîte il y a un manager qui a pleinement ma confiance, que je challenge de temps en temps, avec qui je des points, et eux ont leurs équipes. Et je suis serein, tu vois, c'est différent. Et puis surtout je me suis entouré de gens compétents, et certainement plus compétents que moi à beaucoup de niveaux. Et ça, il faut l'accepter, c'est pas facile de se dire que non, confies ta boîte à des gens qui sont... en fait, moi je savais que j'étais pas un as parmi les humains, tu vois. Mais j'ai compris que, en fait, avec le temps, j'ai compris que la valeur, c'est pas forcément... Alors, moi je suis quelqu'un qui comprend très bien mon métier, c'est-à-dire que tous les métiers dans mon domaine, je les comprends. Ça fait 15 ans que je suis dans le digital. Mais quand tu comprends tout, tu comprends rien, quoi, tu vois. C'est pas spécialisé, donc voilà. Et en fait, quand j'ai commencé à avoir des gens spécialisés, plus talentueux que moi, qui me suivaient, qui étaient passionnés par ce que je leur disais, et par la croissance de la boîte, parce qu'en fait, tu dis, bon, bah toi, t'es quelqu'un, mais en fait, les résultats sont là, tu vois. C'est-à-dire que moi, ok, t'as beau être un petit mec ou je sais pas qui, mais en fait, moi, je fonctionne au résultat. C'est-à-dire que, ok, moi, je suis ça, et voilà ce que je fais aujourd'hui. Et voilà les résultats que ça a. Donc, t'as plein de personnes qui sont hyper talentueuses, qui veulent pas monter de boîte pour plein de raisons, un peu. C'est pas une finalité de monter une boîte. Mais en fait, elles sont drivées par d'autres ambitions et elles ont besoin de quelqu'un qui leur apporte un projet et pour qu'elles puissent s'épanouir. Du coup, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai compris qu'il y a beaucoup de personnes talentueuses qui me suivent pour des raisons que eux ont, mais ils sont pas capables de monter une boîte ou d'avoir ces ambitions-là ou de prendre ce risque-là. Mais ils ont un talent fou sur d'autres domaines et c'est juste des gens qui veulent pas monter de boîte, quoi, tu vois, mais qui veulent s'exprimer d'une autre manière. Du coup, moi, je l'ai compris. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai aucun problème aujourd'hui à donner des directives ou à écouter surtout, parce qu'au final, tu fais des gens plus intelligents que toi. Au final, tu t'entoures plein de personnes intelligentes. Finalement, tu les écoutes et tu tranches. Mais tu vois, c'est un peu différent. C'est-à-dire que une fois que tu as cette force de t'entourer de talents, t'écoutes tous ces talents-là, et puis toi, avec la vision que tu as et ta strat et la hauteur que tu prends par ta position, tu dois trancher. Mais c'est cool, tu vois. C'est cool. Si je résume les solutions que tu donnes aujourd'hui, c'est, si je peux dire, c'est déjà accepter que entre le moment où tu démarres la boîte et le moment où tu grossis, bah, les équipes sont pas les mêmes, il faut accepter de se séparer de ces personnes-là. Ensuite, c'est quand on prend une décision, bah, il faut être capable de la mettre en place rapidement et pas attendre que la merde s'installe. Ouais, et la troisième chose, c'est, je pense que ce que tu viens de dire à la fin aussi, c'est plus tu avances dans la boîte et plus il faut être hyper vigilant sur les process et faire confiance aux gens que tu vas recruter, parce que justement tu auras mis un problème. Et combler aussi, avoir conscience de ces lacunes et de les combler par de l'expertise externe, etc. Et écouter les signaux faibles, c'est hyper important aussi. Moi, je suis très tourné là-dessus. C'est-à-dire que souvent quand on m'amène un problème, je l'ai déjà identifié depuis un petit moment parce que je l'ai senti au comportement des gens, etc. T'as des gens qui me disent « Ouais, salut, je me barre de la boîte et tu vas être surpris de ce que je te raconte, mais je me barre de la boîte et j'espère que tu vas pas être choqué, tu vois. » Et je dis « En fait, non, je m'y attendais, je les sens. » Tu te préoccupes de ce que sont vraiment les personnes dans la boîte. En fait, dans l'organisation, tu vois, c'est con, mais après on a tous des capacités. Moi, je pense que j'ai un certain flair. Et j'arrive à identifier les problèmes qui s'amènent à moi prochainement. Et après, oui, dès qu'il y a un micro-problème, il faut le traiter tout de suite. Après, souvent, il faut communiquer. Hein. C'est comme on est des humains. Donc souvent, c'est souvent un problème de communication. Très, très souvent d'ailleurs. Donc il ne faut pas hésiter à en parler directement dès qu'il y a un soupçon de problème, etc. Parce que si on le laisse mûrir, ça peut causer des frustrations trop fortes. Et toi, t'es quelqu'un d'assez cash là-dessus, t'as pas de problème à Non, j'ai aucun problème de communication. Bien. Je suis très cash. Je suis quelqu'un de cash, mais avec ses avantages et ses défauts. Hein. Ouais. Mais après, c'est une boîte dont j'ai apporté un peu mon ADN et ma culture. Donc les gens qui sont dans la boîte partagent un peu même mon approche. Ce côté un peu direct, etc. Qu'on partage tous ensemble. Voilà.
faut essayer de s'entourer des personnes qui partagent les mêmes valeurs quand même. C'est plus facile pour communiquer, tout en ayant de la diversification, parce que si t'as que des clones dans ta boîte, ça amène pas de valeur. Mais il faut trouver le juste milieu entre tout ça, quoi. Ok. Bah, écoute, c'est top, Marc. Je pense que on va retenir des choses super intéressantes sur notamment la gestion de l'humain sur des boîtes en croissance et comment progresser notamment face à ces humains et dans les process que tu mets en place. Merci pour tous ce retour d'expérience, hein. On va pas appeler des conseils, c'est ce retour d'expérience. Ouais, c'est très, on sent qu'il y a un vrai vécu là-dedans, c'est intéressant pour nous. Bah, merci pour ton opportunité, merci pour votre écoute. Et bon courage pour la suite, puisqu'apparemment c'est que le début. Merci, vous aussi. C'est la fin de cet épisode. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager à votre famille, vos amis, vos collègues et nous suivre sur les réseaux sociaux Eclipse Podcast sur LinkedIn et Instagram. Merci et à très vite pour un nouvel épisode.